L'ambassade est fermée, pourtant ces Congolais venus pour manifester ce samedi voulaient se faire entendre. Une manifestation à l'appel de Congo Yassika, une coordination qui regroupe plusieurs associations congolaises. L'objectif selon eux était de rendre hommage aux victimes des explosions du 4 mars à Brazzaville, tout en demandant que toute la lumière soit faite sur ces drames. Nous venons ici pour demander la mise en place d'une commission d'enquête internationale, car la commission d'enquête qui a été mise en place est constituée que des personnes qui sont du clan du pouvoir. Donc c'est une commission qui n'est pas vraiment, je dirais, indépendante. Les manifestants ont voulu aussi dénoncer ce qu'ils appellent les violations des droits de l'homme et les arrestations arbitraires liées aux enquêtes sur les explosions. Il semblerait que ce serait un petit coup d'État manqué. Alors ceux qui sont à l'origine de ce coup monté courent toujours. Alors ils souhaiteraient avoir des boucs émissaires qu'ils ont emprisonnés. Une occasion pour certains de s'en prendre ouvertement au pouvoir de Brazzaville. Levons-nous depuis la France ici, nous avons quelques possibilités pour dire non et barrer la route au pouvoir de Sassou qui rétrograde, qui rabaisse le pays. Même si cette première mobilisation n'était pas forte, seulement une cinquantaine de personnes étaient là. Les manifestants ne sont pas prêts à baisser les bras. La prochaine sortie se prépare déjà. Deux jeunes hommes ont été arrêtés par la police après avoir été soupçonnés de trafic de filles rwandaises. Ils attiraient leur proie en leur promettant du travail à l'étranger. En l'occurrence, ici, la destination finale, la Chine. Leur arrestation est due à l'alerte déclenchée par 5 filles. Elles ont découvert le plan de 2 hommes en contactant des amis déjà arrivés en Chine. Ces 2 hommes leur disaient qu'elles allaient travailler dans des hôtels et des supermarchés à Beijing. Aline est l'une de 5 filles qui s'apprêtait à décoller pour Beijing à la fin de cette semaine. Elle explique le déroulement de l'histoire. Il m'a dit qu'il allait m'emmener en Chine. Je lui ai demandé pourquoi faire. Il m'a répondu que j'allais travailler dans un cabaret. Je lui ai dit « Je suis musulmane, je ne peux pas travailler dans un cabaret ». C'est alors qu'il a changé et il m'a dit que ce sera dans un supermarché et que je pourrais revenir dans les vacances quand je veux. Les 2 trafiquants disent qu'il ne faut que rendre service à un commerçant en Chine qui le demande de lui trouver des filles qui peuvent travailler pour lui. C'est un homme qui m'a demandé de lui trouver des jeunes filles élancées de taille moyenne. Je n'acceptais pas que ce que j'ai fait était un crime, mais après que la police m'ait dit que c'en était un, j'ai demandé pardon. Le porte-parole de la police incite à la vigilance et demande aux jeunes filles de ne plus croire n'importe quelle personne offrant du travail à l'étranger. Le peu d'informations que nous avons eues depuis les pays voisins nous disent que lorsqu'elles arrivent à l'étranger, on leur ôte leurs papiers, les entraîne dans la prostitution. Elles ne peuvent pas s'échapper, elles n'ont pas les moyens de se défendre. C'est par l'Ouganda que ces filles devraient trouver facilement le visa pour la Chine. C'était à la veille de la présidentielle du 25 mars dernier au Sénégal. Le puissant guide religieux de la confrérie mouride, Cheikh Béthio Thioune, était en compagnie du président sortant Abdoulaye Wade, en faveur de qui il avait battu campagne et lancé une consigne de vote à l'endroit de ses disciples. Il vient d'être arrêté pour meurtre et acte de barbarie selon le procureur et placé en garde à vue à Thiès, à 70 km de Dakar. Il lui est reproché son implication personnelle supposée dans l'assassinat de 2 de ses disciples. Selon le procureur, les 2 cadavres ont été par la suite enterrés dans la même tombe près du domicile du marabout. Les faits sont survenus dimanche soir vers 20h30 dans le domicile du guide religieux suite à une bagarre entre disciples. En Afrique, les albinos sont souvent écartés. Ce rejet peut même dans plusieurs camps mener à la mort, comme dans certains pays d'Afrique de l'Est. La jeunesse rwandaise opte pour une évolution de mœurs. Pour la première fois, différents groupes de jeunes rwandais se sont réunis pour mettre fin à cette marginalisation. Une idée venue de Dusabe Jambo-Marie Clémentine, jeune cinéaste qui bientôt produira un film sur la vie des albinos, leurs souffrances et son souhait de leur intégrer dans les sociétés africaines.
Un bon nombre d'albinos présents lors de cette campagne ont manifesté leur joie de voir la société rwandaise être consciente de vie qu'ils mènent. Tout le monde le sait. Nous le savons aussi que la société écarte et marginalise des personnes avec des problèmes particuliers. Quand il s'agit de nous, ça devient pire. Le ministre de la Jeunesse est l'invité d'honneur. Il a apprécié les efforts de jeunes Rwandais pour préserver un bon avenir pour tout Rwandais, y compris les albinos. Je suis content de voir que les jeunes sont les premiers à lutter pour les droits des albinos. Comme ça, nous saurons les difficultés qu'ils rencontrent et comment leur venir en aide. Prendre au sérieux le problème des albinos, leur éducation, santé, voire aussi leur faciliter le moyen de trouver des emplois, sera la préoccupation du gouvernement rwandais. The Label est le titre du film qui sera réalisé par Dusabe Jambo-Marie Clémentine pour revaloriser les albinos. Plus de 8 mois après l'inauguration du centre d'appui à la pêche artisanale Kapal, fruit de la coopération entre le Japon et la République du Gabon, le gouvernement gabonais souhaite transférer le marché de Vendo vers ce nouvel édifice. Une mauvaise nouvelle pour les commerçants. C'est qu'on ne refuse pas de partir. Mais avant de partir, il faudrait une place pour rester. Au Vendo ici, il n'y a pas un marché. Il n'y a pas un grand marché, comme au Lumi et ailleurs. Vous voyez, il n'y a pas un grand marché ici. Donc, il y a trop de monde au Vendo. C'est une grande commune quand même. Financé par le gouvernement japonais à hauteur de 5,7 milliards de francs CFA sous forme de dons, le Kapal, situé dans la zone de Lumi dans le 5e arrondissement de Libreville, devra contribuer à la promotion de l'industrie de la pêche. Ce, dans le but de stabiliser l'approvisionnement de l'estuaire en produits de mer. Il devra aussi assurer la sécurité alimentaire. Mais pour les commerçants, les conditions d'accès au centre posent problème. Le Kapal, là-bas, il n'y a pas la route. Êtes-vous vraiment sûr que vraiment une personne qui a 5 000 francs va quitter vraiment de l'Enakiri pour aller payer vraiment un terre de poisson de 1 000 francs au Kapad? Êtes-vous vraiment sûr? Bien que sa production soit en constante croissance à Libreville, le prix du poisson reste élevé. À cela s'ajoutent pour les commerçants quelques différends avec les autorités. À tout moment, ils attrapent, ils saisissent le poisson, ils arrachent les pêcheurs le poisson. Ils saisissent les moteurs, ils taxent les pêcheurs, les amendes. Les bas 400 000, comment le poisson ne peut pas coûter cher? C'est à cause de tout ceci que les pêcheurs vendent le poisson cher. Avec 800 km de côte, le Gabon est un pays riche en ressources halieutiques. Le centre d'appui à la pêche artisanale comprend un quai de débarquement des poissons de 60 mètres de long et 7 mètres de large, une salle de vente et autres espaces de traitement et de conservation des produits de mer. Mais pour l'heure, les commerçants estiment que le Kapal est essentiellement aménagé pour les pêcheurs. Ça y est, il est là. Il s'agit du nouveau gouvernement du Mali. Depuis le coup d'État du 22 mars 2012, le Mali n'avait plus d'équipe gouvernementale. Il a fallu patienter 9 jours pour qu'enfin ce mercredi 25 avril, la liste soit dévoilée. Ils sont au nombre de 24, dont 3 femmes. On note la présence d'un seul ministre d'État, Sadio Lamine Sow, qui occupe le portefeuille des affaires étrangères et de la coopération internationale. 3 officiers supérieurs font leur entrée à des postes stratégiques, la défense, la sécurité intérieure et puis l'administration territoriale. Les 3 femmes qui siégeront dans le gouvernement Cheikh Modibo Diarra occupent respectivement le département des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, celui de la famille, de la promotion de la femme et de l'enfant et du ministère de l'artisanat, de la culture et du tourisme. En parcourant l'architecture gouvernementale, on remarque par comparaison que l'équipe de Cheikh Modibo Diarra est de taille réduite. 24 ministres contre 28 dans le dernier gouvernement ATT. Haute comparaison de taille, l'absence de formation politique dans ce nouveau gouvernement, d'où la déception de certaines forces politiques du pays qui estiment que cette composition n'est pas un gouvernement d'union nationale. Malheureusement, nous constatons une violation flagrante de l'accord cadre signé entre la CEDEAO et le CNDRE. Aucun parti du front n'a été associé pour la mise en place du gouvernement. Toutes choses que nous regrettons aujourd'hui. Face aux nécessités du moment et conformément aux missions principales assignées au gouvernement, un ministère chargé de l'action humanitaire a été créé. Il s'occupera aussi de la solidarité et des personnes âgées. Ce
secteur du tourisme, reconnu comme un levier essentiel pour la croissance socio-économique du pays, est encore à l'état embryonnaire au Burundi. C'est ainsi qu'avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, le gouvernement du Burundi vient d'adopter une stratégie nationale de développement durable du tourisme comme secteur incontournable dans le développement économique du pays. Dans les pays où c'est déjà développé, le tourisme contribue beaucoup dans l'économie nationale de ces pays. Et alors, le Burundi, pourquoi pas, lui aussi, il ne peut pas se lancer dans ce secteur, le développer, pour qu'il contribue aussi dans la croissance de l'économie nationale. La gamme de variétés touristiques qu'offre ce petit pays de l'Afrique de l'Est, même si elle n'est pas encore mise en valeur, elle attire déjà quelques milliers de touristes par an, un chiffre qui pourrait tripler une fois que ces potentialités seraient bien aménagées. Déjà à l'état naturel, c'est déjà visitable. Et alors, comment ne pas croire qu'une fois aménagé, pas seulement les sites, mais tous les secteurs qui vont avec, c'est évident que les apports du tourisme doivent contribuer à l'économie nationale. Cette année, le Burundi vient d'être primé meilleur exposant Afrique et meilleur exposant du monde dans le Salon international du tourisme de Berlin. Une occasion pour les tours opérateurs de vanter un nouveau genre de tourisme jusqu'ici peu exploité. Je pense que le fait qu'on soit resté très nature, ça devient un tourisme de niche qui est une grande qualité, ça n'existe plus. Nous avons des plages très saines, pas avec des grands hôtels 4-5 étoiles. Donc ça, maintenant, c'est la nouvelle culture au niveau du tourisme. Les gens veulent voir des choses naturelles, saines. Et le Burundi, c'est ce qui a fait en fait que nous avons gagné le prix. Les choses sont très naturelles. D'après la stratégie nationale de développement du tourisme, ce secteur pourra contribuer à la réduction de la pauvreté, mais aussi à la consolidation de la paix au Burundi. Les artisans et artistes africains du 24 au 27 avril dernier dans la capitale congolaise ont fait la promotion du patrimoine culturel, des valeurs culturelles africaines et leur protection contre les influences culturelles étrangères. Tout ceci constitue la plus-value réalisée par la 3e édition du Festival du tissu et du pan-africain. Cette édition a réuni plusieurs artistes africains ayant pour base de travail le pan traditionnel ou moderne. Comment faire entendre la voix de notre diversité culturelle africaine dans le concert des nations? Comment transmettre à la postérité notre richesse constituée de nos traditions, de nos coutumes et nos savoir-faire? Son répertoire a été constitué principalement des conférences débats, ateliers, rencontres scientifiques. Le point d'orgue aura été l'exposition des objets et autres produits culturels africains fabriqués selon les spécificités culturelles des différents pays ayant pris part à ce festival.